Ils n'ont même pas appelé. Pas un texto, pas un message vocal, pas un seul emoji de mes parents ou de mes 4 sœurs pour le 11e anniversaire de ma fille Émilie. Rien. Même pas quand ma femme Mélissa a posté la photo du gâteau avec Émilie souriant dans son sweat à capuche violet, levant les doigts pour former un 11. Ce n'était pas seulement insultant, c'était chirurgical. Un silence planifié, a dit Mélissa, pour laisser du temps. Mais je le savais déjà. 2 soirs plus tôt, lors d'un fast-time de groupe, ma sœur Caitlin a mentionné quelque chose à propos du timing. Et la semaine suivante étant remplie, ils avaient tous ce ton bizarre sur la pointe des pieds. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Peut-être qu'ils avaient des problèmes de travail, ou que quelqu'un était malade. Je n'ai pas insisté, mais il n'était pas malade. 2 jours après que l'anniversaire d'Émilie soit passé comme un fantôme, j'ai reçu une demande Venmo. Elle venait de Caitlin. La note disait, ma puce, 2850, partage de groupe pour la croisière familiale. C'est là que mes mains ont commencé à trembler. Je l'ai regardé pendant 1 minute entière. La photo de profil était d'eux tous, bronzés et rayonnants, devant un bateau de croisière dont je ne savais même pas qu'ils avaient embarqué. Mes parents, mes 4 sœurs, leurs maris et leurs enfants. Chacun d'eux dans les Caraïbes, apparemment, pendant qu'Émilie soufflait les bougies dans notre salon avec sa meilleure amie et un enfant du quartier. Je n'ai pas répondu à la demande. J'ai renvoyé $1.50 avec une note, pas à bord. Puis je me suis mis au travail. D'abord, j'ai bloqué tous les comptes partagés, identifiants bancaires, lecteur cloud, le Dropbox partagé que mon père insistait pour que nous utilisions pour les impôts familiaux, même l'application de voyage stupide qu'il me faisait toujours aider à payer. Disparu. Puis j'ai envoyé un email. Objet, annuler toutes les cartes liées. J'ai joint une copie de ma pièce d'identité en tant que titulaire de la carte et j'ai demandé à la banque de geler et de réémettre tout sous de nouveaux numéros. Le litige qu'ils ont déposé plus tard a été inutile. J'avais tout signé moi-même. Le message qu'ils ont reçu en retour était simple, autorisation confirmée par le titulaire de la carte. 5 minutes plus tard, ma mère m'a appelé 10 fois de suite. Quand je n'ai pas répondu, elle est passée à Mélissa. Même schéma. 10 appels successifs. Puis des textos ont commencé à apparaître sur nos 2 téléphones, des captures d'écran de l'itinéraire de la croisière, un selfie de groupe avec la légende « Nous aimerions que vous soyez ici », et un message de ma mère qui disait simplement « C'est une affaire de famille ». Ne nous détruisez pas à cause d'un seul voyage. Un seul voyage. Mélissa arpentait le salon, la mâchoire serrée. Elle n'a rien dit pendant un moment, puis a finalement murmuré « Ils ont délibérément laissé notre fille de côté ». Je savais qu'elle avait raison. Ce n'était pas un accident. Ils savaient. Nous avions envoyé des invitations il y a des semaines. Mon père avait même répondu avec un pouce levé. Ce n'était pas qu'ils avaient oublié, ils avaient choisi. Ce soir-là, Mélissa et moi sommes restés éveillés jusqu'à minuit passé, chuchotant pendant qu'Émilie dormait à l'étage. Elle était toujours heureusement inconsciente. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'album photo que nous lui avions fait et la tablette à dessin qu'elle demandait depuis l'année dernière. Mais au fond de moi, je savais que cela ne resterait pas silencieux pour toujours. Et ce ne fut pas le cas. Le premier signe que la tempête se formait encore est apparu le matin après que j'ai tout arrêté. J'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai trouvé un seul email de mon père. L'objet disait « Soyons civilisés ». L'homme qui m'avait dit un jour « La famille est plus épaisse que les affaires », utilisait maintenant un langage d'avocat pour revenir dans la conversation. Le corps de l'email était pire. Il affirmait que la croisière avait été une réservation spontanée, quelque chose à propos d'une fenêtre de réduction qu'il ne pouvait pas laisser passer, et comment elle avait accidentellement chevauché l'anniversaire d'Émilie. Il a mentionné un service cellulaire irrégulier, de vagues excuses et a terminé par « Tu nous manques et nous espérons que cela ne devienne pas un problème plus important qu'il ne doit l'être ». C'était rembourré d'excuses, mais vide au centre. Aucune reconnaissance réelle, aucun regret, juste du contrôle. Le genre de langage que vous utilisez lorsque vous essayez de gérer une situation, pas de vous excuser pour une situation. Je l'ai laissé sans réponse. Vers midi, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra Ring. C'était ma sœur Mara. Elle se tenait là seule, tenant un sac cadeau en plastique sur le thème de la croisière et ce qui ressemblait à une carte. Elle n'a pas frappé. Elle a juste attendu. Je l'ai regardée s'agiter, passant d'un pied à l'autre. Puis, après 1 minute ou 2,
Elle a posé le sac sur le paillasson et est retournée à sa voiture. Mélissa est restée silencieuse dans la cuisine. Je suis sorti 10 minutes plus tard et j'ai attrapé le sac comme s'il était radioactif. À l'intérieur, il y avait un porte-clés en forme de bateau de croisière, un stylo à paillettes qui disait le Paradis 2025 et une carte cadeau Clairesse. 50 $. L'enveloppe était adressée à Émilie, et l'écriture de Mara disait « Désolé de l'avoir manqué. On t'aime pour toujours ». C'était tout. Rien des autres, aucun message de mes parents, aucun cadeau, pas même un appel. J'ai jeté la carte à la poubelle de la cuisine. Mélissa a ouvert le frigo comme si elle ne m'avait pas vu le faire. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis la demande Venmo, juste de petits commentaires ici et là. De petites lueurs d'incrédulité, mais surtout du silence. Le genre qui demande des efforts. 1 heure plus tard, Émilie est entrée en trompe du Porsche avec un sac. Je suppose que je ne l'avais pas assez enterré dans la poubelle. Elle tenait le bateau de croisière en bonbons comme si c'était un œuf de Fabergé. Regarde ce que tante Mara a laissé. Elle a dit qu'ils allaient m'emmener la prochaine fois. Mélissa a levé les yeux de son ordinateur portable, puis a baissé les yeux sans dire un mot. J'ai juste hoché la tête et dit à Émilie qu'on en parlerait plus tard. Ce soir-là, pendant que Mélissa remplissait le lave-vaisselle et qu'Émilie était à l'étage en train d'essayer sa nouvelle application de dessin, j'ai reçu un message vocal de mon père. Je l'ai écouté 2 fois. Il n'a pas demandé comment allait Émilie. Il n'a rien dit à propos de l'anniversaire. Il a commencé par une phrase sur le fait d'aller de l'avant et sur la nécessité d'avoir une conversation sérieuse sur les affaires, en particulier sur le projet TAMP, l'un de nos développements les plus rentables au sein de l'entreprise familiale. Je détiens la majorité. Mon père le sait. Il l'a toujours su. Quand je l'ai rappelé, je lui ai accordé exactement 2 minutes de bavardage. Puis j'ai coupé court. Je me retire de l'entreprise. Vous avez 30 jours pour retirer vos noms des comptes. Après cela, vous êtes exclus. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, tu es vraiment prêt à faire exploser tout ce que nous avons construit à cause d'une fête d'anniversaire d'enfant? Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Plus tard ce soir-là, Émilie est venue dans notre chambre en pleurant. Elle s'est blottie entre nous et a dit qu'elle ne comprenait pas. Elle n'arrêtait pas de demander ce qu'elle avait fait de mal. Et puis, juste avant de s'endormir, elle a marmonné quelque chose qui m'a donné des frissons. Grand-maman a dit que tu étais juste en colère parce que tu n'étais pas invité. C'est là que j'ai su que mes parents avaient déjà commencé à la monter contre moi. Et pire encore, ils le faisaient par la seule fenêtre qui leur restait, Émilie. 1 semaine après le message vocal, tout est devenu plus calme, mais pas dans le bon sens. C'était ce calme étrange dont les gens parlent avant qu'une tornade ne touche terre. Mélissa l'a remarqué aussi. Plus d'appels, plus de textos, plus de commentaires Facebook passifs-agressifs, juste du silence. Puis, un soir, une épaisse enveloppe est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et le numéro de notre maison et une écriture soignée. À l'intérieur, il y avait des copies d'anciens contrats commerciaux, des documents datant d'il y a plus de 10 ans, à l'époque où j'ai aidé mon père à restructurer l'entreprise après la crise immobilière. Glissé entre eux, il y avait un post-it, parlons avant que les choses ne deviennent compliquées. Je n'avais pas besoin de demander qui l'avait envoyé. Mélissa a lu les pages, puis les a rejetées sur la table de la cuisine. Ils n'essaient pas seulement de te culpabiliser maintenant, a-t-elle dit. Ils essaient de te faire peur. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'aucun d'eux ne semblait comprendre, c'est que je n'avais pas peur. Ils pensaient que je ne partirais pas à cause de la profondeur de tout ce qui était lié, l'argent, la propriété, les paiements hypothécaires de ma sœur qui passaient toujours par notre compte d'entreprise partagée. Mais ils ont oublié que je n'avais plus 12 ans. Je n'avais pas besoin de leur approbation, et ils n'étaient pas les personnes que je croyais qu'ils étaient. Le lendemain matin, j'ai commencé les démarches pour séparer complètement mes actifs de l'entreprise familiale. Je leur ai donné 30 jours pour retirer tout ce qui portait leur nom. Cela comprenait le bail de bureau que mes parents utilisaient encore, la carte de visite partagée que mes sœurs utilisaient abusivement pour les dîners clients et le compte fiscal sur lequel ils se greffaient tous chaque année en avril. Mélissa m'a aidé à tout passer au peigne fin. Elle était méticuleuse, implacable. Elle les détestait plus que moi, je crois. 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à l'école d'Émilie. Je l'ai découvert parce que la secrétaire de l'école m'a appelé, confuse.
Elle a dit qu'Émilie avait déjà été récupérée par sa grand-mère. J'ai quitté le travail et j'ai conduit directement là-bas, le cœur battant à tout rompre. Émilie était sur le parking avec ma mère, tenant un milkshake et un petit sac à provisions. Quand je me suis arrêté, Émilie a fait signe comme si de rien n'était. Ma mère n'a pas eu l'air surprise. Elle a juste souri, a dit « Nous étions en train de rattraper le temps perdu » et a remis Émilie sans dire un mot sur la permission ou les règles ou quoi que ce soit. Dans la voiture, Émilie m'a dit que grand-maman avait dit que nous nous disputions juste pour de l'argent et que tout le monde serait heureux à nouveau bientôt. J'ai gardé mes mains sur le volant et je n'ai rien dit pendant tout le trajet de retour. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à tout le fil de discussion du groupe familial, personne ne récupère Émilie sans l'autorisation écrite de Mélissa ou de moi, plus jamais. Ils n'ont pas répondu. Mais le lendemain, un message est arrivé, non pas d'eux, mais du conseiller scolaire d'Émilie. Apparemment, ma mère avait demandé à être ajoutée comme personne à contacter en cas d'urgence. Quand l'école a dit qu'elle avait besoin de l'approbation des parents, elle s'est disputée, a dit qu'elle avait tous les droits en tant que grand-mère. Mélissa a craqué. Elle voulait appeler la police, obtenir une ordonnance restrictive. Je lui ai dit d'attendre, non pas parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que j'avais quelque chose de mieux en tête. Le lendemain, j'ai appelé le comptable qui s'occupait des comptes familiaux, un ami du collège. Je lui ai dit que je voulais que tous les liens financiers soient coupés. Il n'a pas posé de questions, il a juste dit « compris ». La même semaine, j'ai révoqué l'accès de mon père à la plateforme immobilière que nous utilisons pour tous les nouveaux projets. En moins d'une heure, il a envoyé 2 phrases par email, je ne savais pas que les choses allaient si mal. Émilie a besoin de ses grands-parents. Réparons ça. C'est là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas du tout d'Émilie. Ils n'essayaient pas de réparer quoi que ce soit. Ils essayaient de maintenir le flux d'argent, et ils utilisaient ma fille pour le faire. L'email de mon père est resté non ouvert pendant 2 jours. Je l'ai lu finalement, mais seulement pour confirmer ce que je savais déjà. Tout était une question d'optique. Quelques lignes sur l'unité familiale, la guérison. Et bien sûr, un rappel pas si subtil qu'Émilie avait besoin d'équilibre dans sa vie. Il a écrit ça comme si se faufiler dans notre dos et entraîner un enfant dans une manipulation d'adulte était en quelque sorte un contrepoids noble à Mélissa et moi la protégeant. Mais il ne faisait que commencer. Ce week-end, Émilie a demandé si elle pouvait faire un FaceTime avec grand-maman. Mélissa s'est figée. Je lui ai dit de continuer. J'avais besoin de savoir ce qui se disait en coulisses. J'ai écouté depuis le couloir. La conversation a commencé normalement. Ma mère a fait des compliments sur ses dessins, a posé des questions sur l'école, a agi comme si tout allait parfaitement bien. Mais ensuite, elle a pivoté. Elle a demandé si Émilie avait déjà l'impression que j'étais en colère tout le temps. Non, a-t-elle dit. Parfois, les parents sont dépassés par les problèmes d'argent et oublient l'amour. Émilie n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux et a changé de sujet. Plus tard ce soir-là, elle m'a demandé si nous étions pauvres. Maintenant, cette question a brisé quelque chose en moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai programmé une réunion avec notre avocat. Pas pour poursuivre qui que ce soit. Pas encore. Juste pour rédiger une révision de la fiducie familiale et retirer officiellement mes parents de tout plan de décaissement futur. Je n'allais pas laisser Émilie hériter d'un gâchis toxique. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Mélissa a reçu un appel de Caitlin, ma sœur aînée. Elle ne s'était pas parlé depuis des mois. Caitlin a dit qu'elle voulait clarifier les choses, qu'elle n'était pas d'accord avec le plan de la croisière, qu'elle pensait qu'il était mal de sauter l'anniversaire d'Émilie, mais qu'elle se sentait obligée de ne pas s'exprimer. Elle a dit que ma mère leur avait dit à tous que j'insistais pour que la fête se déroule seule. C'était le récit maintenant, que je leur avais dit de ne pas venir. Mélissa l'a laissé parler. Puis elle a demandé calmement si Caitlin avait vraiment cru ça. Caitlin n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui nous a tous les deux pris au dépourvu. Pensez-vous qu'Émilie voudrait perdre toute sa famille à cause de ça? Cette seule question nous a tout dit. Ils utilisaient encore Émilie, juste en l'habillant d'inquiétude. Après l'appel, Mélissa m'a regardé et a dit « Ils ne vont pas s'arrêter. Pas tant qu'ils ne seront pas complètement coupés, émotionnellement, légalement, financièrement. » Alors, j'ai pris la décision. Le lendemain, j'ai retiré notre dernier projet commun, une construction d'appartements à Scottsdale, de l'ombre de l'entreprise familiale.
Je l'ai pris sous ma LLC privée. C'était le plus rentable que nous ayons, et j'étais l'investisseur principal. J'ai embauché un nouveau gestionnaire, un comptable indépendant et un consultant juridique. Plus de mots de passe partagés. Plus rien de commun. Puis j'ai fait un dernier geste. J'ai appelé Émilie de sa chambre et l'ai fait asseoir. Mélissa s'est jointe à moi. Nous lui avons dit prudemment que nous apportions des changements dans la famille, qu'elle pouvait toujours aimer ses grands-parents et ses tantes, mais que nous allions prendre de la distance. Elle a écouté tranquillement. Puis elle nous a surpris. Elle a dit, « Pouvez-vous encore leur pardonner un jour? Même s'ils ont été vraiment méchants ?» J'ai demandé pourquoi elle voulait ça. « Parce que tu es le bon », a-t-elle dit. « Et si le bon devient méchant, qui reste-t-il » Je n'ai pas pu répondre à ça. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Pas de regret d'avoir protégé ma fille, mais d'avoir à le faire. Environ 2 semaines après le début du silence, l'air autour de notre maison ressemblait à un souffle d'enfer. Rien de mes parents, rien de mes sœurs, pas de textos, pas d'appels, pas de drame. Au début, il semblait que peut-être ils avaient finalement reculé. Mais Mélissa l'a dit avant que je ne puisse le faire. Ce n'est pas la paix. C'est un piège. Elle avait raison. Le calme s'est rompu un mercredi matin juste avant qu'Émilie ne parte pour l'école. Mélissa a reçu un email d'un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Il venait d'une femme se disant avocate en immobilier représentant ma sœur Alay. Selon l'email, Alay pensait avoir une participation en action non documentée dans le développement de Scottsdale, le même que j'avais retiré de l'entreprise familiale il y a des semaines. Le message demandait une médiation avant d'envisager un litige. Ce n'était pas seulement inattendu, c'était absurde. L'implication de Alay dans Scottsdale était inexistante. Elle l'a un jour qualifié de « ton truc du désert » lors d'un appel Zoom, mais maintenant apparemment c'était aussi le sien. Je l'ai envoyé à mon avocat, qui a répondu en quelques minutes. Aucune base juridique. Quel essai. Mais il ne s'agissait pas de gagner. C'était un tir de semonce. Ils voulaient me rappeler qu'ils étaient toujours dans le jeu, qu'ils tournaient toujours autour, qu'ils étaient toujours prêts à transformer le sang en levier. Plus tard ce jour-là, Émilie a reçu un petit paquet par la poste. Pas d'adresse de retour, pas de note au-delà d'une petite carte avec l'écriture de ma mère, « N'oublie jamais d'où tu viens ». À l'intérieur, il y avait un collier en argent avec un pendentif en forme de cœur. Bon marché mais poli. Émilie l'a adoré instantanément. Elle l'a porté le lendemain. Mélissa se tenait à la porte, la regardant partir pour l'école avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant, du ressentiment mélangé à de l'impuissance. Je lui ai dit de laisser tomber. De les laisser montrer leur jeu. Plus ils essayaient, plus il serait facile de prouver qu'ils manipulaient un enfant pour avoir accès. 2 nuits plus tard, je travaillais tard quand mon assistant m'a envoyé un message, « Votre père est là ». J'ai pensé que c'était une blague. Je suis sorti et il était là, assis dans la zone de réception comme si c'était une réunion de famille. Il avait un café dans une main et un dossier mince dans l'autre. Il s'est levé quand il m'a vu et a dit, « Arrêtons d'agir comme des étrangers ». Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste ouvert la porte et j'ai attendu qu'il la franchisse. Quand je n'ai pas répondu, il a esquissé un petit sourire comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Le lendemain matin, Caitlin a appelé. Elle avait l'air mal, effrayée, presque. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a dit que mes parents prévoyaient de demander des droits de visite avec Émilie. Pas la garde complète, pas une bataille juridique, juste un accès reconnu par le tribunal. Ils sont sérieux, a-t-elle dit. Maman a dit que tu ne lui avais pas laissé le choix. J'ai raccroché sans rien dire. Plus tard ce jour-là, j'ai reçu une alerte automatique que quelqu'un avait essayé de se connecter à notre ancien Dropbox familial partagé. Il était déjà fermé, déjà mort, mais il continuait à tripoter les serrures. J'ai dit à Mélissa que nous devions nous préparer à plus que de la mesquinerie. Nous devions nous préparer à une guerre juridique. Elle n'a pas hésité. Elle a commencé à organiser tous les fichiers, textes, appels, captures d'écran, photos d'anniversaire manquées, tout. Même la demande Venmo. Elle était chirurgicale. Mais alors Émilie a fait quelque chose qui nous a tous les deux refroidis. Après le dîner, elle m'a remis un morceau de papier de son carnet de croquis. Dans son écriture, à peine une phrase, « Je pense qu'ils veulent que tu les détestes pour toujours. Ne les laisse pas gagner. » Elle n'a pas expliqué ça,
elle a juste remis ça et est retournée dans sa chambre comme si elle avait délivré un message de quelqu'un d'autre. Peut-être l'avait-elle fait. Peut-être que ça venait d'une partie d'elle qui croyait encore que les gens pouvaient changer. Ce soir-là, pendant que Mélissa pliait le linge et que la maison était calme, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper un email. Maman, papa, rencontrons-nous. Je l'ai regardé pendant un moment. Je ne l'ai pas envoyé, mais je ne l'ai pas supprimé non plus. Quelque chose avait changé. Je n'étais pas sûr de quoi. Peut-être qu'il ne s'agissait plus de vengeance. Peut-être qu'il s'agissait de finir ce qu'ils avaient commencé à mes conditions. Ils ont choisi le restaurant près de l'ancien cinéma où nous allions quand nous étions enfants. Le genre d'endroit avec des menus plastifiés et des banquettes rouges craquelées. Le choix de ma mère, j'en suis sûr. Un lieu imprégné d'une fausse nostalgie, comme si cela pouvait adoucir quoi que ce soit. Je suis entré à exactement 18 heures. Ils étaient déjà là, assis côte à côte dans une banquette près de la fenêtre. Mon père a levé les yeux en premier. Il a souri comme si c'était un mardi normal. Ma mère a suivi, ses yeux un peu rouges, probablement plus à cause du stress que de la tristesse. Je ne me suis pas assis, pas tout de suite. Mon père a fait un geste vers la banquette. Nous voulions juste parler. Je me suis glissé plus par curiosité que par autre chose. Les premières minutes ont été légères. Ils ont posé des questions sur Émilie, sur Mélissa, sur le travail. Je n'ai pas offert grand-chose. Mon silence a fait le travail. Puis ma mère s'est penchée et a demandé si j'allais vraiment laisser tout s'effondrer à cause d'un malentendu. C'était le mot qu'ils ont choisi, malentendu. Je leur ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un seul anniversaire manqué. Il s'agissait d'un schéma, de contrôle, de manipulation et de faire semblant que l'amour était inconditionnel alors qu'il avait clairement des ficelles. J'ai dit que leur besoin soudain de droit de visite en disait plus que n'importe quelles excuses ne pourraient jamais le faire. Mon père a secoué la tête. Nous pensions que tu allais nous exclure pour toujours. Nous avons paniqué. Il n'a pas dit le désolé, juste que nous avons paniqué. Puis ma mère a sorti un papier, une proposition qu'elle a appelée. Des conditions écrites pour que nous reconstruisions avec une structure, des visites bimensuelles, une interaction commerciale limitée, une indépendance financière, tout signé et témoigné. Mon père a ajouté qu'il se retirerait de tous les actifs de la société. Pas de poursuite, pas de menace. Il voulait réinitialiser officiellement. J'ai pris le papier et je suis parti sans accepter. Ce soir-là, je l'ai lu avec Mélissa. C'était plus propre que je ne m'y attendais. Pas de piège, juste des limites désespérées déguisées en compromis. Et pourtant, c'est Émilie qui a pris la décision finale pour nous. Le lendemain matin, elle a demandé si nous étions toujours une famille brisée. Je ne savais pas comment répondre. Elle a dit, ils ne sont pas doués pour être gentils, mais ils veulent quand même être près de moi. Ça veut dire quelque chose, non? Ça a frappé plus fort que tout ce qu'ils avaient dit dans le restaurant. Alors, j'ai signé le papier. Non pas parce que je leur faisais confiance. Pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que ma fille avait 11 ans et comprenait déjà quelque chose que je venais tout juste d'apprendre. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est du contrôle. C'est choisir d'avancer même lorsque le passé continue de tirer sur votre manche. Mélissa et moi avons maintenu la séparation financière permanente. L'entreprise est à moi maintenant. Propre, calme. Les visites ont commencé petit, juste Émilie au début, puis les vacances, puis les dîners. Personne ne parle plus de la croisière. Personne ne parle de cet anniversaire. Mais parfois, quand je vois ma mère regarder Émilie avec ce sourire crispé qu'elle arbore toujours quand elle sait qu'elle a presque perdu quelque chose, je me souviens qu'ils ne se sont pas excusés. Ils se sont juste rendus. Mise à jour, 6 mois se sont écoulés. Le papier qu'ils ont signé a tenu, pour la plupart. Mes parents ont gardé leur distance, du moins de moi et de Mélissa. Ils sont venus pour les visites programmées, toujours à l'heure, toujours polis. Émilie adorait les revoir. Elle n'a jamais parlé de ce qui s'était passé, et nous ne lui avons pas demandé de le faire. C'était l'accord. Elle reste en dehors de la guerre dans laquelle nous avons failli la laisser s'empêtrer. Les choses étaient presque gérables. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé dans une épaisse enveloppe jaune d'un avocat spécialisé en succession en Arizona. Mélissa l'a ouverte avant que je ne rentre à la maison. Quand je suis entré, elle était assise à la table à manger tenant une pile de vieilles lettres.
Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Elle m'en a tendu une déjà ouverte. La lettre était datée d'il y a 5 ans et venait de mon oncle Ron, le jeune frère aliéné de mon père qui a vécu hors réseau la plupart de sa vie. Je ne l'avais pas vu depuis mon mariage. Il s'est avéré qu'il était mort 6 mois plus tôt. Pas de funérailles, pas de nécrologie. Mais il avait laissé derrière lui des terres. 53 acres juste à l'extérieur de Sedona. Calme, intact, valant une petite fortune maintenant. Et voici la tournure de l'histoire. Il me l'a laissé. Pas à mon père, pas à la famille, juste à moi. Dans la lettre, Ron a écrit qu'il avait observé à distance, savait quel genre d'homme était mon père et voyait ce que j'essayais de faire avec l'entreprise. Je me suis dit que tu étais le seul qui ne risquait pas de tout gâcher, a-t-il écrit. J'ai regardé cette ligne pendant longtemps. Mélissa a sorti un autre papier de l'enveloppe, un que je n'avais pas encore vu. Une note de l'avocat disant que mon père avait essayé de contester le testament. Silencieusement, sans en parler à personne, quelques semaines après la mort de Ron, il a déposé une motion privée affirmant une influence indue. Elle a été rejetée, a ajouté l'avocat. Il pourrait réessayer. Alors, voilà. Pendant que nous jouions aux gentils, que nous mangions des dîners de famille et que nous partagions des visites calmes, mon père avait essayé de prendre quelque chose qui n'avait jamais été à lui. Encore une fois, je n'ai rien dit à Emily. Pas encore. Mais j'ai dit à Mélissa que j'allais en Arizona seul. J'avais besoin de voir la terre. Ce que j'ai trouvé était étrange. La propriété était belle, sauvage, isolée. Mais au milieu, juste au-delà d'un lit de ruisseau asséché, il y avait une petite cabane en bois, construite à la main, une pièce. Et sur le mur intérieur, sculpté dans les poutres, il y avait un nom, Emily. Juste ça, rien d'autre. Mon oncle ne l'avait jamais rencontré, ne lui avait jamais posé de questions. Mais quelque part dans ce silence, il lui avait laissé quelque chose. Ce soir-là, je me suis tenu devant la cabane et j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 2e sonnerie. Je sais pour la terre, ai-je dit. Il ne l'a pas nié, il a juste fait une pause, puis a dit, elle aurait été gaspillée sur toi. J'ai raccroché, et j'ai su alors qu'aucun papier, aucun accord, aucun dîner programmé ne pourrait jamais réparer ce qui était brisé entre nous. Certaines personnes ne guérissent pas. Certaines personnes arrêtent juste de faire semblant. J'ai gardé la terre. Je n'ai rien construit dessus. Mais j'ai pris une décision. Quand Emily aura 18 ans, elle sera à elle. Peut-être qu'elle la brûlera. Peut-être qu'elle construira quelque chose de mieux. Dans tous les cas, elle ne sera pas gaspillée.